Cameroun, l'Afrique en miniature. Ici, montagnes et rivières, plaines et forêts se côtoient allègrement. Découvrez des espèces fauniques rares et des sites paradisiaques. Vibrez sous des rythmes atypiques. Savourez des mets exotiques. Et pour vivre tout cela, et bien plus, 1 heure vous suffira. Tous les samedis 19h-20h sur Suenaba FM 105. Un site, Culturade. Le guide, Blando Tchatchoua. C'est sans doute l'un des plus grands résistants que le Cameroun ait connu. Mais sa mémoire n'a pas été tout aussi glorifiée que celle des autres illustres martyrs de notre pays. Et pourtant, Kouma Mbappé, alias Lord Priso, fut le tout premier à dire non aux colons. C'était en 1884, le 28 août précisément. Ce samedi, Culturade a rendez-vous avec l'histoire. Notre invité, l'arrière-petit-fils de l'illustre héros, le non moins célèbre prince Kouma Ndombé III, nous édifiera sur les non-dits de cette partie de notre histoire. Une légende pour une autre, à la demande des auditeurs, nous vous faisons redécouvrir le plus grand roi des Ewondo, Charles Tangana. Et pour cause, ce dimanche, cela fera exactement 70 ans qu'il a disparu. Légende, c'est à suivre dans un instant. Culturade ce samedi, Jean-Léopold Bilogui est à la prise de son et à la réalisation. Au microphone de présentation, je suis Blando Tchatchoua. Flavie et douleur de l'Esséoué pour accueillir dans ce studio Sa Majesté le Prince Kouma Ndombé III qui est avec nous. Culturade.
Dans ce studio, je vous l'ai dit, chers auditeurs, Sa Majesté le Prince Kouma Ndoumbe III qui a répondu à notre invitation. On en est tout honoré. Prince Kouma Ndoumbe III, bonsoir. Merci d'être venu. Bonsoir, Blanc de Chaque Choix. Et puis, ce soir, je l'ai annoncé, on est là pour parler d'un grand monsieur de notre histoire, d'un héros très mal connu par le public. C'est bien évidemment votre grand-père. Oui, votre grand-père. Le père de mon père. Voilà, votre grand-père Kouma Mbappé, alias Lok Priso. Oui. Et on en parle beaucoup plus aussi parce que le 28 août dernier, il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de la lutte, parce que ce jour-là, ce 28 août 1884, il avait dit non aux Allemands. Et puis il y a eu une cérémonie brève, sobre, au niveau de son mausolée à Bonabéry, pour rappeler cette partie de notre histoire à la jeunesse qui est venue nombreuse à assister à cet événement. Très émouvant d'ailleurs, on y a pris part, on a été très émus au sortir de cette cérémonie, en ressassant tous ces souvenirs. Qu'est-ce que vous retenez en fait de ce 28 août 1884 ? Oui, d'abord merci beaucoup de m'inviter. Il y a un bon moment que je ne suis plus venu à Radio Littoral. Oui, c'est Radio Littoral. Oui. C'est très important que la mémoire revive. Oui. Et sur l'autre jour au mausolée, j'ai dit que vraiment c'est terminé, la mémoire effacée. C'est terminé parce que maintenant la mémoire doit revivre et chacun donne sa contribution pour que cette mémoire-là revive. Alors le 28 août, ça ne dit rien aux Camerounais. Oui. Quand on lui dit le 28 août, c'est pas. Le 28 août 1884, c'est le jour où, par écrit, un roi du Cameroun a dit aux Européens non. Je ne veux pas de la domination, de la souveraineté européenne sur mon territoire. Et de manière très très claire, parce que c'est le jour où les Allemands, puisqu'ils avaient pris le Cameroun par le fameux contrat du 12 juillet 1884, je crois que tous les Camerounais apprennent ça à l'école, que les Allemands ont pris le Cameroun par un contrat. Bon, mais ce contrat-là, ici à Camerounstown, parce que Douala ne s'appelait pas Douala, Douala s'appelait Cameroons, et Camerounstown, plus spécifiquement, il y avait le roi Bel, Ndoumba Lobé, oui. Il y avait Dekampondo, le roi Akwa, il y avait de l'autre côté, Daido Jim Ekwala. Bon, eux, ils ont signé. Les Daido ont même signé le 11 juillet déjà. Et le 12, King Bell a signé et King Akwa a signé. Chacun a signé un contrat séparé. Parce que dans les livres d'histoire, parfois on dit que c'est King Akwa qui a signé et Bell était témoin. C'est faux. C'est-à-dire que voilà comment les Allemands ont procédé. Chaque roi signait et chez Bell, Akwa était témoin et chez Akwa, Bell était témoin. Mais il y a un qui a dit que lui ne signe pas. C'est Lok Priso qui régnait donc de l'autre côté du fleuve qu'on appelle aujourd'hui Bonabéry. On appelait l'autre côté Hickory Town. Bien. Lui, il a dit que toute cette histoire n'est pas solide. Que ça ne va pas être bon pour nous. Donc lui, il ne va pas signer. Les Allemands, comme ils avaient donné de l'argent, parce que maintenant, je crois que c'est très important que nous sachions ce qui s'est passé. Oui. Le roi Bell, pour qu'il signe, a eu des Allemands 1120 crous camerounais. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait une monnaie ici au Cameroun. Parce que l'ignorance, là, vraiment me fatigue. Il y avait c'est-à-dire il y avait ce qu'on appelait le crou. C'est le crou qui était l'argent, c'est-à-dire la monnaie d'ici. C'était des pièces. Et un crou, non, c'est vrai que c'était une valeur, oui, pour ainsi dire, au niveau des transactions. Et un crou du Cameroun, vous savez, en 1884, valait 20 marques allemandes. Un crou camerounais. Un crou camerounais.
Je ne sais pas si les Camerounais Notre monnaie comprennent était ce très que forte. ça veut dire. Oui. C'était une monnaie très forte. Donc, Bell a eu, Kimbell a eu 1120 crous camerounais, c'est-à-dire 22 400 marques. Imaginez 22 400 marques. Déjà, même aujourd'hui, c'est énormément d'argent. Imaginez cet argent en 1884. C'est ça qu'il a eu pour signer le contrat. Je voudrais, je ne sais pas si on peut le faire, c'est vrai qu'on n'a pas prévu cela, pour que les auditeurs qui nous écoutent essaient de visualiser ce que ça représente. Quand on dit 22 400 marques allemands, aujourd'hui ça peut représenter combien en termes de CFA? On peut avoir une idée? C'est vrai que c'est un calcul compliqué. Ça fait quand même 129 ans. Oui, je ne peux pas évaluer ça. Oui, je ne peux pas évaluer ça. Mais en tout cas, c'était beaucoup d'argent. C'était énormément d'argent, puisque avec un crou à l'époque, vous pouviez acheter tellement de choses. Bon, Aqua a eu la même somme, 1120 crous camerounais, c'est-à-dire aussi 22 400 marques. Et le roi Daïdo a eu 400 crous camerounais, c'est-à-dire 8000 marques. Et c'est avec ça qu'ils ont signé. Lok Priso, sa phrase est mémorable. Ce qu'il a écrit, il dit « You want to give us plenty dash », c'est-à-dire l'argent de la corruption. Oui. We tell them no. Et c'est pour ça qu'il a écrit « No man buy we », c'est-à-dire personne ne peut nous acheter, ne nous a acheté. Oui. Donc, quand... Donc, cela veut dire qu'il a été approché également par les Allemands. Oui, puisqu'ils disent bien « They want to give us plenty dash, we tell them no. » Bon. Maintenant, les Allemands font le forcing en se disant « Mais comment? On a déjà 3 contrats, on a signé. On a hissé le drapeau le 14 juillet. 1884 sur le plateau de Jos. C'était ici à Bonanjo. C'est là où je rappelle encore la mémoire des Camerounais que les Français fêtent le jour de la libération le 14 juillet. C'est la libération de la Bastille. Oui. Les Camerounais, le 14 juillet, c'est le jour où ils ont perdu leur indépendance, avec un drapeau étranger sur leur territoire. Bon, maintenant, comme il y avait donc le drapeau allemand qui flottait ici avec les coups de canon, etc., ce jour du 14 juillet, ils se sont dit, bon, on va aussi traverser. Lok Priso refuse de signer, mais on va quand même mettre notre drapeau là-bas parce qu'il y a quand même les autres trois du côté de Bonabé, de l'autre côté du pont. Voilà. Et c'est là où la première phrase de Lok Priso sur sa lettre du 28 août 1884, c'est « Put that flag down », parce que c'est l'anglais qu'on utilisait à l'époque. C'est-à-dire « Descendez ce drapeau ». Et l'autre phrase, c'est « Leave us free ». Leave us free and not make us plenty trouble. C'est-à-dire, laisse-nous notre indépendance et ne viens pas apporter du désordre chez nous. Alors, ça c'est quand même mémorable. Qu'il accepte pratiquement de s'isoler de ses pairs, Aqua, Bell et Daïdo, pour dire que lui, même si les autres ont signé, lui, il ne signe pas. Bon, alors il avait ses raisons. Il faudrait donc se demander quelles étaient les raisons de Lok Priso. Pourquoi est-ce que lui, il ne signe pas, il refuse même de se faire corrompre. La raison est que les rois Douala, depuis, voulaient moderniser le Cameroun. Enfin, parce que le Cameroun, c'était ce territoire. Ce n'était pas encore tout le Cameroun que nous connaissons aujourd'hui qui portait ce nom. C'était la côte. Alors, ils voulaient moderniser. Ils avaient déjà envoyé leurs enfants en Grande-Bretagne, en Allemagne, etc., qui rentraient et qui leur disaient, qui apportaient par exemple des bicyclettes, qui roulaient à bicyclette. Imaginez-vous des gens qui en 1850, ici, roulent à bicyclette, c'était un événement. Bon, donc ils se sont dit, mais si là-bas, ils ont fait leur révolution industrielle, comme les enfants leur racontaient, mais ils peuvent aussi venir ici. Alors, quelle est la contrepartie? Ils ont donc... Il y a Bell et Aqua, surtout qui a écrit à la reine d'Angleterre. Ils ont écrit à la reine d'Angleterre que bon, essayons de négocier pour voir comment est-ce que vous pouvez moderniser notre pays. Et dans tous les documents que j'ai trouvés, que ce soit Lok Priso ou son père, Priso Bell, ils n'ont jamais, eux, signé ces lettres-là. Bon. Mais Aqua a signé, a envoyé ce genre de lettres. Bell a envoyé ce genre de Kimbell et parfois même ils ont envoyé des lettres Bell et Aqua ensemble à la reine d'Angleterre. Bon, compte tenu de tout ça, comment Mbappé disait donc ok, on négocie donc avec un État.
pour savoir quelles sont les conditions. Mais les rois camerounais avaient des préoccupations très claires. Ils disaient que, bon, même si on transfère la souveraineté, la douane, on ne donne pas. La douane doit rester une douane camerounaise, des rois du Cameroun. J'attire l'attention de ceux qui m'entendent que la douane ici à Douala qu'on appelait Cameroun, jusqu'aujourd'hui, c'est ça la vraie douane pour l'ensemble du territoire du Cameroun d'aujourd'hui. Oui. Plus de 95% des recettes de douane sortent toujours de cette douane de King Bell, Lok Priso, King Aqua et King Daido. C'est toujours cette douane-là. Bon. Eux, ils disaient donc que même s'il y a transfert de souveraineté, ils ne cèdent pas ça. Deuxièmement, ils ne cèdent pas le monopole du commerce. Parce que ce sont ces rois-là, les gens de la côte, qu'on appelait donc Cameroun's people, ils maîtrisaient le commerce. C'est eux qui allaient acheter à l'intérieur et qui apportaient aux Européens ici. Vous savez que les Européens n'avaient même pas le droit de mettre pied sur le sol camerounais. Le commerce se passait sur le fleuve Bouri, c'est-à-dire sur les bateaux. Il fallait une autorisation spéciale, un visa spécial d'un roi pour qu'un Européen descende. On a perdu tout ça. Bon, aujourd'hui, bien sûr, même au niveau de la mentalité. Mais la firme vraiment ne l'entendait pas de ce... Non. Donc, écoutez, je vais d'abord vous dire ce qui ne voulait pas céder. Les terrains. Ils disaient que bon, tous les rois étaient d'accord que non, la terre là, on ne donne pas. Même ici, à transfert, n'importe comment, si les autres veulent nos terrains, on va négocier. Bon. Les coutumes, on ne cède pas. Bon, sauf certaines coutumes comme les meurtres ou l'esclavage, etc. Ça. Mais sinon, les coutumes africaines doivent rester. Le problème maintenant, c'est que eux, pendant 40 ans, négociaient avec les Anglais, les rois là, pour savoir comment maintenant, sous quelles conditions. Les Anglais ne veulent pas tellement céder, les rois camerounais ne veulent pas céder. Brusquement, il y a les Allemands qui arrivent, qui disent que non, nous on va signer ça, qu'on va respecter ça. Parce qu'ils avaient des problèmes en Allemagne. Bismarck voulait que, vous voyez comme l'Europe, là, même entre eux, ça n'allait pas, les Français contre les Anglais, etc. Et Bismarck qui venait de faire l'unité européenne, le chancelier allemand. Le chancelier allemand, qui venait de faire l'unité allemande. L'Allemagne, Et dans une guerre contre la France qu'ils ont gagnée, ils se sont dit il ne faut plus qu'il y ait de guerre. Et comme les Européens se disputaient l'Afrique, Bismarck s'est dit la guerre risque d'éclater en Afrique entre les Européens. Et si ça éclate là-bas, moi Bismarck, je dois aussi maintenant être avec la France ou avec la Grande-Bretagne. Je ne veux pas ça, je ne veux pas de guerre. Il appelle donc tout le monde que attends, on va s'asseoir autour d'une table de conférence ici à Berlin et on va se partager l'Afrique sans faire la guerre. Comme lui n'était pas sur le terrain, les Allemands, il envoie donc les gens vite là, que apportez-moi les contrats vite. Et c'était des commerçants qui l'envoyaient pour voilà. Mais Bismarck a donné des instructions très claires. Il a dit attention, je veux des territoires, mais il ne faut pas que c'est l'État allemand qui soit devant. Comme les rois camerounais négociaient avec la reine d'Angleterre à travers les consuls. Bismarck dit non, ce sont les commerçants que je vais mettre devant. C'est les commerçants qui doivent négocier tous ces contrats-là. C'est pour ça qu'au Cameroun, avec Bell Aqua, c'est les Verman et Janssen Tormelen, c'est avec eux, c'est-à-dire des commerçants, des firmes allemandes, c'est avec eux qu'on signe. Alors, leur prise de tout ça, pour lui, tout ça, c'est trop suspect. C'est-à-dire qu'on ne signe pas avec un pays, mais on signe avec des commerçants. Ce sont des individus. Bon. Or, eux-mêmes, ils ne savaient pas que Bismarck avait donné des instructions que, commerçants, vous allez signer. Comme ça, l'État allemand ne s'engage pas. Mais une fois que vous avez signé et que vous avez le contrat, maintenant, entre vous, les commerçants, et nous, l'État allemand, on va signer entre nous là. Vous nous cédez ce qu'on vous a donné. Mais en réalité, nous, on ne s'engage pas vis-à-vis de ces gens-là. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est-à-dire que le fameux contrat, là, c'est un contrat de dupe. Le fameux traité du 12 juillet. Parce que tout ce que les Allemands ont promis, pratiquement quelques mois après même, ils n'ont plus respecté. Même la monnaie, là, le crou camerounais, ils ont d'abord dévalué de 1 crou à 20 marks à 1 crou à 12 marks. Et 1 crou à 10 marks, et après ils ont même supprimé carrément la monnaie camerounaise. Bon. Donc c'est tout ça que Lok Priso avait vu.
Moi, je me dis, mais comment il a même fait à l'époque pour comprendre, pour être visionnaire jusqu'à ce point-là, pour comprendre tout ce qui allait se tramer et être si ferme jusqu'à accepter la guerre. On en reparle avec vous, Majesté Prince Kumandombe III. Restez à l'écoute, chers auditeurs, pour suivre les non-dits de cette histoire passionnante du Cameroun avec le Prince Kumandombe III qui est dans ce studio. On parlera de Kouma Mbappé. Que s'est-il passé après? Pourquoi n'a-t-il pas véritablement signé? On l'a dit qu'il n'a pas signé ce contrat de dupe avec les firmes allemandes. C'est dans Culturad. Le temps pour nous de marquer le premier arrêt de cette émission, comme tous les samedis à 19h20. C'est une légende de notre histoire que va nous présenter dans un instant William Bachou. Son nom, Charles Atangana. Il est mort le 1er septembre, ce sera demain. Il est mort le 1er septembre 1943. Ça fait 70 ans aujourd'hui. C'est la légende de ce samedi. A tout de suite. Il est considéré comme le plus grand chef Ewondo de tous les temps. Seule une statue et un palais permettent aux plus jeunes de savoir qu'un homme au nom de Charles Atangana a existé. Il est né vers 1883 à Yaoundé et il perd son père à l'âge de 6 ans. Le petit Charles est témoin du massacre des Vok-Otu lors de la rébellion d'Omba Bizogo en Vok-Beti à Yaoundé en 1895. Ce sont les premiers effets pénibles qui forgent son souci, son sens de méditation et de réconciliation. L'année d'après, il est confié au major Hans Dominique à la demande de ce dernier par son oncle. Cet administrateur allemand veut former les premiers cadres Ewondo. Ils sont au total 4 garçons. Martin Tabinana de Mvogada, Michel Onana, Charles Atangana et son cousin Tsongi Akwa. Cette formation se fait à Kribi à l'école des pères palotins. Éveillé et intelligent, Charles Atangana est non seulement le premier de sa classe, mais aussi le premier des 4 à recevoir le baptême. Vers la fin de l'année 1899, les études sont brutalement interrompues par la révolte des Boulous qui envahissent Kribi. L'école et la mission sont saccagées. Le petit Atangana se refuge avec les pères palotins à Douala. Il convainc les religieux d'aller s'installer à Yaoundé où les populations sont plus hospitalières. En août 1990, il est appelé par le chef de poste de Victoria, actuel Limbe, pour servir d'interprète aux 500 otages Boulous, lesquels venaient de débarquer comme travailleurs exigés en représailles de la révolte sanglante de 1899. Charles Atangana s'acquitte bien de cette tâche pendant 6 mois, tout en apprenant parallèlement le métier d'infirmier. Puis, il est appelé à Boya, siège du gouvernement, pour être initié au métier de clerc en écriture dans les bureaux. Durant son séjour à Victoria et à Boya, Charles Atangana a successivement été interprète, infirmier, clerc et même employé des douanes. C'est également à Boya qu'il épouse en première noces Marie Bilois, une fille Yanda de Mekunda, un peu plus âgée que lui et qui vivait maritalement avec un fonctionnaire allemand. De cette union naissent 2 enfants, Jean Ndengue Atangana et Catherine Edimbi Atangana. En 1901, Charles Atangana effectue un séjour à Yaoundé. Il demande aux siens de donner du terrain au père Palotin pour y créer une mission dans le village de son père, précisément sur les collines de Mvoli. Pendant ce séjour, l'obète lieutenant Cheneman organise discrètement une enquête sur lui. Quand Charles s'apprête à rentrer sur Boya au début de l'année 1902, Cheneman le maintient à Yaoundé et lui avoue qu'il y sera plus utile. Il devient interprète officiel en remplacement de son cousin Jean Tsongi Akwa. Devenu le symbole de l'évolué réussi et protégé par les missionnaires et le major Hans Dominique muté à Yaoundé en 1904, Charles Atangana accompagne ce dernier dans ses tournées en brousse. Il fait partie des expéditions militaires de l'Est et participe à la fondation des villes de Bafia, Abomba, Yokaduma et Molondo. Il accompagne aussi Hans Dominique vers le nord où il crée les postes de Yoko, Beperadi, Menganga, Gaoundéré, Garoua et Maroua. Après la mort de Hans Dominique,
Il est nommé chef suprême des Ewondo et Ben en février 1911 au sorti d'une assemblée des notables et un plébiscite de toutes les populations. Son intronisation se fait au cours d'une cérémonie traditionnelle grandiose en volée. En juin de la même année, une lettre vient de Boya annonçant que l'université d'Hambourg demande un intellectuel Ewondo pour aider le professeur Vog Epps dans l'étude, la transcription et l'enseignement de la langue Ewondo. Charles effectue son premier voyage en Allemagne, lequel dure 1 an et se solde par un document qui regroupe tous les travaux effectués. Ce document est intitulé Yaoundé Test en Ewondo et en allemand. De retour à Yaoundé avec en idée de moderniser son univers, il enclenche la construction de son palais style provençal tel que vu en Allemagne. Il crée pour ce faire une scierie et une briqueterie entre autres. En 1913, il effectue son second voyage en Allemagne, au cours duquel il est reçu par le Kaiser-empereur Guillaume II et à Rome en audience privée par le pape Pie X. Quand éclate la Première Guerre mondiale en 1914, Charles Atangana et près de 60 000 hommes couvrent la fuite des Allemands vers l'île de Fernando Po en Guinée équatoriale. Puis, il s'exile en Espagne en compagnie de quelques proches. Après la victoire des Alliés, il adresse un mémorandum à Georges Clemenceau et au gouvernement français demandant son retour et au milieu des siens. En retour, il promet la même fidélité que celle témoignée aux Allemands. Le 28 novembre 1920, Charles Atangana débarque à Douala après une escale de 4 mois à Fernando Po pour y régler ses affaires commerciales et liquider ses biens éventuels. Il est aussitôt placé avec sa suite en résidence obligatoire à Tchang. Il a la corvée de réfectionner la route de Barré, Tchang, Fumban. Charles rentre finalement à Yaoundé le 26 novembre 1921 et est reconduit dans ses fonctions de chef des Ewondo en 1922 par l'administration française. Il est par la suite invité à la grande exposition coloniale et à la conférence coloniale de Paris en 1930 et 1935. Il se marie à nouveau le 6 janvier 1940 avec Julienne Ngornois, une jeune Vok Manga d'un Kola Famba. Ceci après le décès de sa première épouse, Marie Bilois, en 1938. De ce second mariage, il a 2 autres enfants, Marie-Thérèse Atangana et René Grégoire Atangana. Au courant du mois d'août 1943, l'état de santé du chef des Ewondo s'aggrave au fil des jours. Finalement, il met un terme à son règne le 1er septembre 1943 en volée. Il était alors âgé d'environ 60 ans. Une mort qui marque la fin non seulement d'une épopée, mais aussi le terme d'une tradition et d'une certaine identité des Bétis et des Ewondo. La légende te dit adieu, Charles Atangana. Charles Atangana au pinceau, William Bachou. Merci William, on retrouve samedi prochain pour une autre légende. Toujours dans ce studio avec le prince Kouma Ndoumbe III. Je rappelle aux auditeurs qui ne le savent peut-être pas que vous êtes professeur des universités. C'est le plus gros grade, le plus haut grade universitaire. Et vous êtes un historien de haut vol. Après avoir écouté ce papier de Franck William Bachou sur Charles Atangana. Quelques observations, professeur. Je parle professeur maintenant. Oui, c'est d'abord félicitations pour la légende que vous faites régulièrement, revivre nos personnalités de l'histoire. C'est très intéressant, disons, l'histoire des chefferies traditionnelles chez les Bétis, parce qu'en réalité, les Allemands ont eu besoin de ce qu'on appelle les courroies de transmission de l'administration. Et c'est pour ça qu'ils ont réorganisé les choses comme ça dans plusieurs territoires, là où il n'y avait pas, par exemple comme au nord Cameroun, ou bien ici dans le littoral, où ils ont trouvé des chefferies traditionnelles très structurées. Donc, et vous voyez bien qu'en 1911, donc, c'est les Allemands pratiquement qui le mettent comme chef traditionnel des Ewondo et des Zébéné.
Et après, vous voyez bien que il est au service des Allemands, il va en Allemagne et c'est lui qui couvre les Allemands quand il fuit à Fernandopol. C'est cela, c'est une histoire très différente. Quand vous voyez les Lamidas au nord du Cameroun, c'est autre chose. Parce que vous avez ces sultanats qui sont là depuis longtemps, qui sont structurés, etc. Et c'est comme ici, quand Douala, c'est quand même, disons, ce qu'on appelle Cameroun's Town, à l'époque où Hikolita, c'était quand même très spécial. Oui. Parce que vous avez toujours, comme à Fumban, vous avez un sultan. Mais à Douala, ça n'a pratiquement, depuis 1815, ça n'a plus été possible. Avant 1815, vous aviez seulement ici le roi Bel, c'est-à-dire Belé. Mais après, vous avez eu Akwa qui a pris son indépendance, après Daïdo a pris son indépendance, et puis même au niveau du clan Bel, vous avez eu deux trônes, le trône de Bali et le trône de Bonaberi. Et c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on se demande, mais comment est-ce que dans une seule ville, vous avez tant de chefs supérieurs de premier degré? C'est parce que ça vient de loin dans l'histoire. Ça dit que la capitale, pratiquement, ça a toujours été ici, Cameroun's Town. Mais les gens, ils avaient leur territoire à l'intérieur, jusque vers Limbé, etc. Donc, c'est vrai que c'est une particularité parce que les chefs supérieurs sont souvent à la tête des départements ou absolument. Des arrondissements. Mais Douala, quand même. Non, Douala, pourquoi? Parce que Douala, c'est le Cameroun, jusqu'à aujourd'hui. Le cœur du Cameroun. Et quand je vous dis que jusqu'à présent, la douane, entre parenthèses, les rois ou les Douala n'ont jamais été dédommagés pour cette douane-là. On leur a tout simplement pris. Qui pouvait, quand tu étais à l'intérieur du pays, tu dépendais toujours de Douala. Donc, celui qui voulait être puissant, il fallait qu'il soit là. Et c'est pour ça qu'ils préféraient être là et avoir leur territoire à l'intérieur. On est toujours avec le prince Koumando Maître pour parler d'un grand roi qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est Kouma Mbappé, alias Lok Priso. Et je vous le disais, chers auditeurs, si vous nous retrouvez en cet instant, le 28 août 1884, il est le tout premier à avoir dit non aux Allemands. Et que faut-il faire pour préserver sa mémoire? On va essayer d'en parler dans un tout petit instant, mais je vous invite à redécouvrir la cérémonie qui s'est passée le 28 août 2013. C'était au mausolée de Kouma Mbappé alias Lok Priso à Bonaberi. Et on va suivre ce reportage de Konda Giga. Cette rite qui rappelle la tradition Douala, l'on les entendait se mettre dit au mausolée de Lok Priso. À ce lieu, une poignée de personnes étaient réunies autour du chef Belé, prince Kouma Doumbé. Celui-ci assis sur un tabouret qui servit autrefois de trône. À son côté, un traditionnaliste de Sawa, armé de balais qui, de temps en temps, le trempait dans une calebasse et l'agitait dans le mausolée. Le chef des Belais fait un discours de 30 minutes où il met en exergue la bravoure du martyr. Il a rappelé que la résistance anticoloniale au Cameroun n'a pas commencé avec Rudolf Douala Mangabel en 1914, comme il est souvent dit et écrit, mais avec Kouma Mbappé, dit Lok Priso en août 1884. Le 28 août 1884, soit 129 ans aujourd'hui, le drapeau allemand avait été hissé sur le territoire de Itaru Town, aujourd'hui canton Belé, avec comme chef-lieu Bonaberi. Le roi des Belé a réagi par une lettre transmise à l'autorité allemande où il signifiait le refus de son peuple à se soumettre à la domination allemande. En 1916, après la défaite et le départ des Allemands, il reposera pour la paix éternelle. Ensuite, le chef actuel de Belé, prince Kouma Doumbé, a présenté lors de cette cérémonie le mausolée de la princesse Charlotte Ndali, seule femme ayant été enterrée au caveau familial grâce à sa bravoure. Pour terminer, il a exhorté les peuples africains à suivre cet exemple de dignité et d'honneur, et que le 28 août soit une date mémorable et prise en compte par les pouvoirs publics pour qu'on se souvienne toujours de Lok Priso. Vous serez indulgente avec elle, hein? C'est une stagiaire en journalisme, étudiante en journalisme. Pour quelques prononciations, Prince... Mais elle a très bien fait. Oui, elle a essayé de résumer tout cela, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites
au mausolée le 28 août dernier. Mais la première question que je voudrais poser, on a vu ce tabouret-là. Est-ce que vous vous asseyez encore sur ce trône? Parce qu'il a été bien conservé. Avec des collègues, on se disait sans doute le matériau, ce bois-là, si aujourd'hui, en 1884, ce qui servait de trône, autrefois encore aujourd'hui dans cet état-là, un monument de l'histoire. Mais est-ce que vous asseyez encore sur ce tabouret-là? Bien sûr. Et surtout, quand il y a les grandes cérémonies, oui. Quand il a fallu faire la déclaration solennelle pour la succession du prince René, oui. C'est quand il y a des grandes cérémonies comme ça que ce siège royal de Locke Priso sort et que je m'assois dessus. Je m'assois dessus quand c'est grave, quand il faut faire de grandes déclarations. Mais c'est ce siège-là. Mais il faut aussi rappeler aux auditeurs que y a une très forte relation, on l'a dit souvent, entre la chefferie Belle et la chefferie Belle. Une très forte relation. Ah mais oui, bien sûr. La même famille pratiquement. Mais c'est la même famille. Quand on dit King Bell, Bell veut dire Belle. Et Bonabéry, c'est Bonabelle. Les gens de Belle. Les gens de Belle sont de l'autre côté du fleuve. Et Belle Bado. Bon, notre ancêtre commun s'appelait Doo Lama Congo. Et Doo Lama Congo avait donc des enfants qui s'appelaient par exemple Priso ou bien qui s'appelaient Belle. Et Priso, lui, il est resté de ce côté. Et bon, comme il y avait des démêlés, il avait conseillé à son fils Belle d'aller de l'autre côté, de traverser le fleuve. Bon, mais quand Do a voulu maintenant prendre sa retraite, parce que chez nous, un roi avant de mourir, il installe d'abord son successeur. Il a donc Do, ici, qui était donc ici à Bonanjo, il a envoyé donc la nouvelle à Belle là-bas que bon, maintenant viens régner, parce que moi je suis déjà vieux. Belle lui a fait répondre que moi-même j'ai déjà un territoire tellement important, je ne vais pas le laisser. Donc il a réuni ses enfants, il a dit bon, je veux que quelqu'un aille régner maintenant sur le trône de mon père, là-bas de l'autre côté à Bonanjo. Et c'est l'enfant bébé, qui s'appelle Béba Belle, qui a dit que papa envoie-moi. Alors il lui a craché pour ainsi dire le pouvoir sous le grand baobab de Bonabéry. Et c'est comme ça que Bébé est donc venu ici et qu'il est assis sur le trône à Bonanjo jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que jusqu'au prince René, tout ça ce sont les enfants de Bonabéry. Jusqu'à maintenant son fils Jean-Yves. Ce sont des descendants de Bonabéry. Priso ne peut pas régner parce que son père ne lui a pas donné. C'est la même chose à Bonabéry. C'est-à-dire que de l'autre côté aussi, c'est Mbappé. Mbappé Belle, c'est lui qui a eu le trône. Et Mbappé Belle, avant de mourir, a donné le trône à Koum, c'est-à-dire à Locke Priso. C'est pour ça que... L'alliance Locke Priso. Comment Mbappé? Pourquoi alias Locke Priso? Oui, parce que même Mbappé Belle, c'est-à-dire qu'à l'époque... alias... à l'époque, c'est-à-dire... dans le commerce avec, c'est-à-dire les relations avec les Européens, ils choisissaient des noms peut-être plus faciles. Et même Mbappé Belle s'appelait Priso Belle. Mais vous avez des gens qui avaient des noms très intéressants. Looking Glass Belle. Par exemple, c'était celui de Bonassama, il s'appelait Looking Glass Belle. Vous aviez des gens qui s'appelaient Empty Bottle. C'est-à-dire que les gens prenaient parfois des noms très bizarres. Une petite parenthèse, oui. On a parlé tout à l'heure. Mais Locke Priso, ça veut dire en réalité, parce que Ngana Mbappé, qui était l'historien de la cour, m'a expliqué que ça voulait dire le prince qui a de la chance. Oui. Voilà, c'est ça. En fait, c'est Luck, mais mais on a dit Locke avec O. Oui, c'est ça. Une petite parenthèse, le grand baobab, voilà un autre monument, une autre histoire qui n'existe plus. Que s'est-il passé pour que le grand baobab n'existe plus? Vous savez, le grand baobab est tombé et je me rappelle très bien que j'avais tiré la sonnette d'alarme jusqu'à écrire dans un journal, à l'époque, ce qu'on s'appelait Galaxy, de Ndedi Penda. J'ai écrit qu'avant la saison des pluies ne cesse, s'il vous plaît, allez faire des cérémonies de purification et demander pardon sous le grand baobab. Parce que tout ce que vous avez fait là, c'est trop. Je n'ai pas été écouté. Et après la saison des pluies, le baobab est tombé. Et quand le baobab tombe, le chef meurt. Il n'y a pas de choix.
Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi on ne vous a pas écouté? Est-ce qu'on m'écoute dans ce pays? Moi, je vous écoute, nous vous écoutons. Oui, parce que... Je fais mon travail. Je fais mon travail devant mes ancêtres et devant Dieu. C'est tout ce que je peux faire. Revenons à notre principal sujet de ce soir, ce 28 août, Kouma Mbappé alias Lok Priso. On le disait dans la première partie de cette émission avec vous, qu'il a demandé aux Allemands de faire tomber ce drapeau, put that flag down. Put that flag down. On imagine qu'après cela, il y aura des représailles parce que... Alors justement, oui. je vais vous donner 2 citations de l'atmosphère. Oui. L'Allemand qui négociait les contrats, qui voulait que les autres Aqua et Bell signent. Voilà ce qu'il écrit. Je suis resté jusqu'à 3h du matin chez King Bell, mais je regrette ne pas avoir atteint mon but car King Bell avait une telle peur du refus et des menaces des siens et des Aqua qu'il déclara ne rien pouvoir faire sans le consentement de ses sujets. C'est ce que Edouard Schmidt, qui est là pour la firme Verman, écrit. Oui. Et il écrit encore dans une autre lettre. Après notre entretien d'hier soir avec King Aqua, King Bell et Great Joss sur les points sur le traité, les nègres d'Aqua et une foule de jeunes se dirigeaient vers la plage en criant et en vociférant les pires des menaces à l'endroit de King Bell et King Aqua, les accusant de vendre le territoire aux Allemands et de vouloir faire de la population des esclaves. Même ma plume hésite à écrire le genre d'insultes que nous étions obligés d'entendre. Malheureusement, ces processions d'insultes ne font que se répéter. Pour vous dire l'atmosphère qui régnait oui. ici. Donc Lok Priso n'était pas seul, il était le roi de Hickory Town, mais la population même des deux côtés était avec lui pour dire non. Mais pourquoi, où alors les chefs Bell et Aqua trouvent le courage de signer alors que les populations sont contre eux? Parce que les navires de guerre sont arrivés. C'est ça qui a fait basculer. Les navires... Les rapports des Allemands sont très clairs. Ils disent à Bismarck, envoie-nous rapidement. Les navires de guerre, c'est la seule possibilité pour que le courant tourne en notre faveur. Et dès que les navires de guerre sont arrivés, n'est-ce pas, il faut bien dire que Bell et Aqua ont signé sur des navires de guerre. Hein. Oui. Ce n'est pas sur le territoire camerounais. Ils ont signé sur les navires de guerre là, sur le fleuve Wouri. Le chancelier allemand n'était donc pas sérieux parce qu'au départ il dit qu'il ne veut pas la guerre, mais après il fait venir des navires de guerre au Cameroun. Mais comment il ne veut pas la guerre? Bismarck, c'était un stratège. Il a fait toutes ces guerres-là en Europe. Il ne veut pas la guerre en Europe parce qu'il a déjà atteint l'unité allemande. Et il se dit que s'il y a la guerre, on va casser l'unité allemande. Là, il faudra qu'il rende l'Alsace-Lorraine à la France. Donc, il ne veut pas. Il ne veut pas tout ça. Il ne veut pas la guerre en Europe. Oui. Donc, sa stratégie, c'est qu'il faut transporter les guerres en Afrique. Mais que les Européens, eux, ne se fassent pas la guerre entre eux. Il faut que tous consacrent leur force de feu contre les Africains. C'est-à-dire les Anglais contre les Africains, les Français contre les Africains, les Allemands, leur feu contre les Africains. C'était ça la stratégie de Bismarck. Maintenant, récapitulons, les Allemands arrivent au Cameroun, le drapeau est hissé sur le bateau Joss le 14 juillet 1884. Oui. Ce qui se passe, c'est que du côté de Hickory, donc à Bonabéry, on a refusé de signer. Oui. On a hissé un drapeau qui a été descendu de ce côté-là. On imagine qu'avec les navires de guerre qui sont arrivés, oui. qu'il y aura des représailles entre les Allemands oui. et Kouma Mbappé. Absolument. Que se passe? Est-ce qu'il y a la guerre effectivement à Bonabéry, à Hickory? Voilà dans la situation. Les Allemands, dans le rapport qu'ils envoient à Bismarck, ils se disent, de toute façon, il faut préparer la guerre. Mais nous, on n'a que 300 soldats allemands, oui. c'est-à-dire la marine allemande. Ils ne sont que 300. Et dans le rapport, ils disent que Hickory a 500 soldats. Et la Medjos, c'est-à-dire de ce côté-ci, qui est l'allié de Kouma Mbappé, il a 400 soldats. Bon. Et ils se disent King Bell, lui, il a entre 600 et 700 guerriers. Donc, la situation n'est pas bonne. Comment il faut faire? Et la Medjos King Bell, on ne comprend pas. Et la Medjos de ce côté. De ce côté. À Bonanjo. À Bonanjo, oui. Voilà. Ouais. Parce que je vous ai dit que King Bell n'était pas. Enfin, pardon. Lok Priso n'était pas isolé. Oui. La population était... Et puis, oui. il a convaincu la Medjos qui était déjà avec lui. Ah, le chef de Bonanjo. Oui.
Enfin, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y avait c'est King Bell Ndumba Loba qui était le chef de tous ces gens-là, mais il y avait quand même aussi, comme aujourd'hui il y a des chefs de 3e degré. Oui, c'est ce que je dis, voilà. Du petit village. Maintenant, du petit village, les Allemands se disent, comme on n'a que 300, King Bell a 400 à peu près, donc, mais tout ça c'est pas suffisant. Alors il se dit, il faut que les soldats allemands, les soldats de King Bell, les soldats de King Aqua et les soldats de King Dido soient ensemble. C'est comme ça seulement qu'ils peuvent vaincre Lok-Priso. Donc, en réalité, il faut mettre les Camerounais contre les Camerounais. Et ça dit que cette stratégie que les Européens font jusqu'aujourd'hui, c'est qu'ils font du désordre chez vous et c'est vous qui... vous entretuez. Vous vous entretuez. En Afrique, et eux, ils sont chez eux tranquilles. Hein. Donc, c'est cette stratégie-là qu'ils ont faite. Et en effet, Machiavel aime mieux diviser pour mieux régner. Lok-Priso refuse, la guerre éclate au mois de décembre. La guerre, effectivement, éclate. Et cette guerre oppose qui? Cette guerre oppose donc Lok-Priso, d'un côté, avec donc ceux qui sont ses alliés, comme la Médios, etc. Et de l'autre côté, Ndumba Loba. Aqua et une guerre, Daido. Les Camerounais entre eux font la guerre. Mais c'est ça que je dis que on n'a rien appris jusqu'aujourd'hui. Peut-être parce que aussi on ne veut pas nous apprendre notre propre histoire. Notre histoire fait peur. Donc il vaut mieux que les gens vivent avec une mémoire effacée. Comme ça on peut continuer à vous utiliser comme on veut. Parce que si on pouvait voir tout ça dès l'école, discuter tout ça, peut-être qu'on se réveillerait. C'est vrai. Et durant cette guerre, qui gagne la guerre? Alors, bien sûr, au mois de janvier, Lok-Priso perd la guerre. On a brûlé Hikori Town, etc. On a même pris son tanguay royal, c'est-à-dire sa proue princière, et on l'a amené à Munich. Et aujourd'hui, je revendique, je demande aux Allemands que c'est un butin de guerre, puisque même c'est très documenté. Le consul allemand, avant de bombarder Bonaberry et le palais de Lok-Priso... Il y a eu des canons. Avec des canons, oui, il dit, attendez, ne bombardez pas encore, il faut que j'entre, que je regarde ce qu'il y a comme chose précieuse. Il sort avec le tanguay, il dit, voici mon butin de guerre, il va aller à Munich. Et quand il a donc dit ça, il dit, allez, bombardez. On bombarde donc, et ce tanguay est à Munich jusqu'aujourd'hui. Il y a eu certainement des personnes qui sont mortes quand on a bombardé. Mais comment? Des personnes... C'était la guerre. C'était la guerre. Il y a des documents sur cette guerre-là. Et c'est pour ça que je dis comment? Pourquoi on ne fait pas travailler des chercheurs sur ces documents, qu'on les traduise en français ou en anglais, puisque c'est la langue que nous utilisons, pour que ce soit à la disposition de tout le monde et qu'on puisse parler de tout cela. Et qu'on rende hommage à ces premiers Camerounais qui sont tombés en disant qu'eux, ils ne veulent pas de la domination extérieure, ils veulent rester libres. Donc, il y a la guerre, Lok-Priso, il est déporté du côté de Munich en Allemagne. À non, Lok-Priso n'est pas, c'est son tanguay, c'est-à-dire c'est sa proue. Oui, alors, mais lui, il est où? Il se trouve où en ce moment? Alors, Lok-Priso, et c'est ça qui est vraiment extraordinaire, parce qu'il a réussi à négocier et à rester au pouvoir. Parce que ce qui s'est passé en général, c'est que surtout quand ça arrive à la guerre comme ça, soit tu es tué, et d'ailleurs les Allemands le disent, dans leurs documents, quand ils décrivent Lok-Priso, je n'ai pas apporté ça ici, ils disent c'est un nègre très beau, très fort, très puissant. On a vu la photo, c'est vrai qu'il était... Mais si on avait pu mettre la main sur lui, on l'aurait exécuté tout de suite. C'est comme ça qu'ils le décrivent. Bon, donc il a réussi à négocier. Il a signé, en janvier, le 13 janvier 1885, il a signé que il accepte donc la souveraineté allemande. Et il est resté au pouvoir. Et c'est ça qui est très intéressant. On a même voulu le déstabiliser en 1912. Mais peut-être que c'est pour ça qu'il n'est pas aujourd'hui un grand héros comme les Rudolf de Mangabell qui a accepté de mourir. Non. Lui, il n'a pas voulu mourir. Mais comment? Excusez-moi de le dire. Ah non, mais il y a eu la guerre. Il a signé. Il y a eu la guerre, mais au finish, il accepte. La plupart des héros, quand on dit martyrs, ils ont dit non, on meurt. Non, ça c'était ce qu'on appelle la période de pacification. Oui. Partout, c'est-à-dire que, tu meurs, ou on t'envoie en exil, etc., etc. Bon, lui, ça n'a pas été poussé. Mais signalons quand même qu'au passage, avant peut-être d'y arriver, Rudolf de Mangabell,
Il y a une histoire entre tous les deux aussi, qu'il faudrait peut-être rappeler aux auditeurs. Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est d'abord Kouma Mbappé qui intronisait tous les rois traditionnellement, les rois Douala. Donc, dans sa famille, bien sûr, puisque Manga Ndoumbe, le papa de Rudolf, c'est lui qui l'a intronisé, et Rudolf lui-même, c'est lui qui l'a intronisé. Et il y a des documents qu'une Allemande a publiés, Madame Karine Oyono, dans un livre qu'on appelle Hickory Town, où on voit que il ne s'entendait pas, Lok Priso ne s'entendait pas avec son neveu Ndoumba Loubé, King Bell. Mais il s'entendait avec son enfant, Manga Ndoumbe. Oui. Et après avec son petit enfant, Rudolf. Oui. Bon, donc, il fallait... La stratégie, c'était comment faire maintenant pour que ces Allemands-là partent. Ah, d'accord. Comment faire pour que ces Allemands-là partent. J'embrasse mon ennemi pour mieux l'étouffer. Ils ont donc commencé par écrire des pétitions aux Allemands, au Reichstag, c'est-à-dire au Parlement allemand. Et ces pétitions-là, Kouma Mbappé était toujours là-dedans. Et même quand il y a eu la fameuse affaire d'expropriation, on a envoyé un télégramme, le fameux télégramme de protestation de 1913, était signé Bell, Akwa, Daido, Kouma Mbappé. Okay. Donc, le départ de Ngosodine, c'est ce départ clandestin-là en Allemagne, tout ça c'était organisé par ces rois. Et Kouma Mbappé a toujours été là-dedans. Parce que lui, il n'a jamais laissé la résistance. Comme Douala Mangabé, il n'a jamais... Parce qu'il fallait que ces Allemands passent. Et quand il fallait maintenant, quand Douala Manga a été donc pratiquement mis dans cet étau-là, il fallait bien organiser la résistance, et ce sont les gens comme Kouma Mbappé, etc., qui ont donc cherché des alliances à l'extérieur pour chasser les soldats allemands, c'est-à-dire les alliances avec les Anglais et les Français, etc. Effectivement, je crois que peut-être qu'ils n'ont pas compris quelque chose où ils n'avaient pas le choix, que les Européens, de toute façon, entre eux, ils pouvaient se déchirer, mais ils étaient d'accord sur une chose, les Européens, c'est qu'il fallait en tout cas nous coloniser. Oui. Donc, que ce soit les Allemands ou les Anglais ou les Français, c'est toujours la colonisation. Et c'est pour ça que tout ce qu'ils ont fait, quand ils ont chassé les Allemands, vous voyez, les Allemands n'ont pas pu tenir ici. Hein. La guerre a commencé en 14, en 1916, elle était terminée au Cameroun. Ce qu'ils ont donc fait, c'est qu'ils se sont dit, bon, la conférence de Versailles, là, on va écrire là-bas pour leur dire que maintenant, donnez-nous notre indépendance. Les Allemands sont partis, donnez-nous notre indépendance. Il y a des documents avec des lettres, n'est-ce pas, qui sont ici partis des rois Douala pour la conférence de Versailles. Bon, mais les Européens, ils n'entendaient pas vous donner l'indépendance. Hein. En 1919, zéro. Et comment ils continuent la lutte pour avoir cette indépendance? Vous avez parlé d'une lutte maintenant pacifique que Kouma Mbappé mène. Il meurt sans doute sans avoir cette indépendance-là. Oui, il meurt en 1916. Oui. Il meurt, et les Allemands, moi je me suis... Mais sa victoire, c'est que les Allemands sont partis. Exactement. Oui. Et vous savez que quand Douala Manga était sur son poteau d'exécution, il a dit, Seigneur, je te supplie, toi et mes ancêtres, que les Allemands ne mettent plus jamais pied sur ce territoire. Et c'est ce qui s'est passé. Les Allemands sont partis, ils ne sont jamais revenus. En tout cas, comme ceux qui viennent nous coloniser. Oui. L'émission va s'achever dans un tout petit instant. Les bonnes choses sont toujours ainsi, elles ne durent pas. Mais maintenant, moi je voudrais, on retient aujourd'hui que Kouma Mbappé, alias Lok Priso, c'est sans doute le tout premier, il n'y a pas de doute là-dessus, le tout premier à avoir dit non aux Allemands, à la colonisation. On rétablit donc cette partie de l'histoire. Que va-t-il se passer maintenant? Vous, le prince Kouma Ndoumbe III, sur le trône des Bélé Bélé, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour que la mémoire de ce grand monsieur de notre histoire puisse être préservée? Qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, je voudrais dire qu'il y a eu dans... Oui. Je vais juste une parenthèse. Oui. Vous avez eu d'autres comme Kouma Mbappé, par exemple, comme Yerima Shiroma Atibati, en septembre 89, qui a aussi dit non. Vous avez eu le Lamido Abo de Yoko, n'est-ce pas, en 1901, vous avez l'amido Maï de Gaoundéré, n'est-ce pas, en septembre 1901, vous avez le l'amido Bouba de Léinde Garoua en 1901, qui ont aussi dit non et qui ont fait la guerre jusqu'à ce que ils soient obligés de signer après la défaite. Moi, ce que je fais aujourd'hui, vous me demandez, j'ai passé toute ma vie à essayer d'établir les repères pour les peuples africains et pour les Noirs. J'ai publié, j'ai écrit plus de 70 livres, mais il y a plus de 150 publications
qui sont mondialement connus et que les gens utilisent de par le monde. C'est vrai, Bon. Prince. Mais ce que je voudrais, Oui. est-ce qu'on pense à élever une grande statue pour Par la pour- grâce de oui. Dieu, enfin, nous, à notre petit niveau, Moi, je le verrais bien au Grand Baobab. nous allons le Baobab, faire oui. par la grâce de Dieu l'année Enfin, que prochaine. d'une Parce manière, que il y a l'année des- prochaine, il y a ça des sera raisons. quand même 130 ans. Oui. 130 ans de cette résistance-là et 100 ans de résistance de Douala Mangabel. Oui. Donc nous allons essayer de faire avec nos petits moyens. Mais pour moi, ce n'est pas une histoire de Belle et Belle. Ce n'est pas une histoire de C'est une histoire Douala. du Cameroun, C'est une histoire des Camerounais. Mais il faut du lobbying pour cela, parce que on sait tous, et vous l'avez dit ici, rien n'est fait par exemple dans les livres pour que l'on sache qui a été leur prison. On comprend bien qu'il y a... Mais c'est parce que dans notre pays, il n'y a pas la tradition de la mémoire de la résistance. Vous savez, moi j'ai été admis en 1974 comme le premier noir au Comité international d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'était à Paris. Et à Paris, il y avait donc un grand colloque sur la libération de la France. Et là, on a vu tous ces anciens gens qui ont fait le maquis pour libérer la France des soldats allemands. Ils étaient vraiment mis en apothéose. Il faudra qu'au Cameroun, un jour, la mémoire de ceux qui ont résisté, que cette mémoire-là soit célébrée. C'est une affaire de gouvernement et c'est une affaire de citoyens que nous sommes. C'est notre espoir, chers auditeurs, qu'on va se séparer. On va remercier 1 million de fois le prince Koumandoumbé III qui est venu sur notre plateau ce soir pour rétablir la vérité et nous parler de ce grand monsieur de notre histoire. Il faut le retenir, chers auditeurs, Kouma Mbappé, alias Doc Priso, le 28 août 1884, il a dit non aux Allemands qui étaient en train d'envahir le Cameroun. Et on en parlait ce soir, ça fait 70 ans aujourd'hui également. 129 ans, oui, je parlais d'autre chose, je parlais également de Charles Tangana, puisqu'on a la conclusion. 70 ans que Charles Tangana est parti, c'était nos deux héros ce soir. Culturel va se refermer. Merci d'être venu dans ce studio Prince Koumandoumbé III. Merci beaucoup aux éditeurs d'avoir été patients pour nous écouter. Merci pour l'invitation. Ils ont sans doute beaucoup apprécié et puis ils sont déçus. Mais ils peuvent venir à la Fondation Afrique Avenir, oui. et aller sur l'internet www.afriqueavenir, mais Afrique avec CA, Oui. afriqueavenir.org. Oui. Ils auront tellement d'informations. Et surtout, je lance un appel. Soutenez-nous à la Fondation Afrique Avenir pour que cette fondation ne disparaisse pas au Cameroun pendant qu'elle est en train de fleurir dans les autres pays au monde. Oui, parce qu'il y avait un débat, on disait que vous allez partir du Cameroun. Moi La Fondation Afrique Avenir. Oui, la Fondation, oui. peut fermer Parce au que, Cameroun, oui, mais elle est Il y en a beaucoup train... d'inquiétudes. Il faudrait que la Fondation... Oui, vraiment, que les citoyens nous aident. Et comment est-ce qu'ils peuvent nous aider? On a tout décrit sur le site internet. Vraiment, même si ce n'est que 5 000 francs que vous pouvez nous donner, ou votre travail, votre énergie, vraiment, vous avez un trésor à Bonabéry, sauvez-le. Merci Jean-Léopold Bilogui, prise de son et réalisation culturelle. C'est terminé pour ce samedi. Blando Tchatchoua, c'est mon nom. À samedi prochain. Basango na banyango pesa na ngodi de bien mabwam bio wana ndole bio wana msole est-ce que makosa me wo bio bela usani ngena wana bele la ne mo